Bonjour à tous. On va poursuivre avec le prochain thème, à savoir les investissements et la souveraineté. On a des invités qui vont répondre à un certain nombre de questions et nous éclairer sur cet aspect. Alors, Monsieur Bossard, vous dirigez le CHU de Saint-Étienne et le CH de Roanne, et vous êtes confronté quotidiennement aux défis de la souveraineté sanitaire. Alors, merci Pascal. Effectivement, le sujet de la souveraineté sanitaire pouvait apparaître un peu étonnant, surtout après le propos qui vient d'être tenu par Raymond Lemoyne, n'est-ce pas Stéphanie? On devient très terre à terre à évoquer le sujet du financement hospitalier après avoir appréhendé la gestion du système de santé dans son ensemble et le positionnement managérial des établissements de santé. Et donc, quand Philippe El-Saïr m'a évoqué la nécessité dans cette table ronde d'évoquer le financement souverain, je me suis dit que quand même on tirait très très loin les chevaux de la souveraineté. Parce que si on définit la souveraineté, c'est le fait de n'être soumis à aucune autorité étatique, extérieure ou étrangère. Transposé dans le financement des CHU, cette définition pouvait amener à considérer qu'en fait, il n'y avait pas de sujet, puisque 98% du financement des établissements de santé provient de ressources qui nous sont servies par des institutions étatiques, en particulier l'assurance maladie, mais également l'État en direct, et que donc, par essence, il n'y avait pas de sujet, il n'y avait pas à se poser la question de savoir si nous étions souverains dans nos financements, d'autant plus que ces ressources qui nous sont apportées par l'assurance maladie, elles sont elles-mêmes tirées d'impôts, taxes, cotisations, prélèvements de toute nature qui sont prélevés sur nos concitoyens, les concitoyens français qui travaillent sur le territoire national. Donc, a priori, il n'y avait pas de sujet de souveraineté. Pour autant, ce sujet ne s'applique qu'au cycle de financement de l'exploitation dans nos établissements. Alors, il est vrai que dans un modèle parfait, on peut considérer que le cycle de financement doit être suffisant pour dégager un résultat qui permet d'autofinancer les investissements, donnant pleine effectivité au sujet de la souveraineté du financement des CHU. En réalité, on sait tous qu'il n'en est rien et que la situation financière que connaissent beaucoup d'établissements de santé, qu'ils soient CHU ou non CHU, rend impossible, par la dégradation de ce cycle d'exploitation, l'autofinancement intégral des investissements. Cette situation, on la connaît tous, elle est liée à des tarifs qui sont insuffisants aujourd'hui pour couvrir les coûts que nous exposons, ou qui sont en tout cas insuffisants pour apporter la ressource en capital qu'implique le maintien ou le développement du patrimoine des établissements, qu'il s'agisse d'équipements ou de bâtiments. Et donc, le recours à des apporteurs de capitaux extérieurs s'impose pour assurer le financement du cycle d'investissement des établissements. Et donc se pose à nouveau la question de la souveraineté. La question est donc de savoir comment garantir que la ressource apportée par des tiers garantit la souveraineté des investissements et donc du financement des établissements. C'est bien l'objet de la table ronde et je remercie nos interlocuteurs d'avoir bien voulu se livrer au jeu, de répondre à cette question qui pouvait apparaître simplement résolue, mais qui en définitive apparaît plus complexe. Alors justement, Monsieur Belcastro, vous êtes directeur de projet à la direction santé et autonomie du groupe Caisse des dépôts, après avoir exercé de nombreuses années en tant que directeur d'hôpital. En quoi le groupe Caisse des dépôts est-il parfaitement aligné avec l'objectif d'accompagner des investissements souverains? Alors merci pour l'invitation déjà. Effectivement, la Caisse des dépôts est parfaitement alignée sur cet objectif et elle intervient dans le financement d'investissements souverains de plusieurs manières. La première manière, c'est d'être investisseur de long terme en fait. On l'a vu dans la présentation précédente, ça a été rappelé. Financer un CHU, c'est aussi financer des transitions, c'est se positionner sur le long terme. Et à cet égard, la Caisse des dépôts finance des projets qui ont des maturités très très longues, parfois plus de 50 ans. Et c'est pour nous important d'être sur ces créneaux et pas seulement sur du court terme. C'est possible parce qu'en fait, les ressources de la Caisse des dépôts sont
l'épargne des Français, l'épargne populaire, les produits réglementés. C'est un volume financier qui est très important et c'est surtout un volume financier qui est stable et très stable dans le temps et donc avec des ressources stables, on peut financer évidemment des investissements très stables. Le deuxième point, Olivier Bossard l'a rappelé, la souveraineté c'est lutter contre les dépendances, c'est permettre d'accroître la résilience des institutions et notamment des hôpitaux. Et donc à ce titre-là, la Caisse des dépôts se positionne aussi sur des projets qui sont sur des secteurs qui sont stratégiques et souverains. Et donc on a dans les doctrines d'investissement qui sont les nôtres, des secteurs qui ont été identifiés comme prioritaires pour la nation. On a évidemment la transition écologique, on a les secteurs de la défense avec les centrales nucléaires, mais on a aussi les opérateurs d'intérêt vital et les CHU et l'ensemble du secteur médico-social. Troisième point important aussi, c'est que quand la Caisse des dépôts intervient et elle permet en fait de faire levier sur l'ensemble des autres financeurs. La crédibilité institutionnelle et puis aussi la sécurité financière qui sont autour de la Caisse des dépôts permettent facilement d'élargir le tour de table et avoir un financement et un tour de table plus important. Ça permet d'attirer d'autres financeurs publics, d'autres financeurs privés et du coup d'avoir un effet levier, comme je l'indiquais, plus important. Dernier point, et ça c'est certainement le plus important, dans la table ronde précédente avec Raymond Lemoigne, on a dit effectivement un hôpital performant, c'est pas forcément un hôpital qui est toujours et en permanence à l'équilibre, mais c'est un hôpital qui intègre un certain nombre de dimensions, notamment les dimensions de transition démographique, de transition écologique, de transition sociétale. Et c'est aussi sur ces aspects-là que la Caisse des dépôts intervient. Et dans les financements et dans les critères d'attribution des financements qu'elle opère, il y a évidemment des critères de rentabilité, mais ce ne sont pas les premiers critères qu'on regarde et certainement pas des critères de rentabilité à court terme, mais on intègre des dimensions de durabilité, de soutenabilité. Et donc voilà, c'est en fait tout cet ensemble d'éléments qui font de la Caisse des dépôts un acteur clé sur le sujet et un acteur qui permet de financer les hôpitaux de manière souveraine. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée des montants engagés par le groupe CDC, par exemple, sur l'année 2025 ? Alors, la Caisse des dépôts, sur le sujet plus précisément du secteur de la sanitaire et médico-social, s'est engagée et a décidé de se doter d'une feuille de route santé grand âge sur 5 ans. Et cette feuille de route, elle est originale à plusieurs titres. Le premier, c'est que c'est une action groupe. Et donc, on n'est pas seulement sur le périmètre de l'établissement public, on est tous autour de la table, avec BPI France, dont on est actionnaire, avec le groupe La Poste, dont on est également actionnaire aux 2/3, avec Banque des Territoires, et avec l'ensemble des acteurs qui composent le groupe Caisse des dépôts. On est aligné sur cette feuille de route, et donc tous ensemble, on est mobilisés à long terme pour mener ces actions-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est les montants financiers. Donc, les montants financiers, c'est 25 milliards sur 5 ans. À tous ensemble, toutes les entités du groupe sont engagées à hauteur de 25 milliards sur 5 ans. Et l'année dernière, donc sur 2025, on a fait le bilan il y a très peu de temps. On a réussi à engager plus de 6 milliards d'euros dans le secteur de la santé et du grand âge, avec des leviers qui sont le prêt, qui sont l'investissement, qui sont notre propre action en tant qu'opérateur, mais qui sont aussi des actions en tant qu'assureur avec CNP Assurance notamment. Merci. Alors, on va s'intéresser maintenant à la Banque des Territoires. Madame Moitry, vous êtes chef de projet au sein de l'équipe dédiée au secteur public local et au financement structuré, à la direction des prêts de la Banque des Territoires. Quel est le rôle de la Banque des Territoires pour réaliser des projets de grande envergure, rénovation, construction? Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu? Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Jonathan le rappelait, la Caisse des dépôts donc, joue un rôle centralisé dans la gestion de l'épargne réglementée, puisqu'elle centralise 60% des encours du livret A et du livret de développement durable et plus de la moitié des encours du livret d'épargne populaire. Et grâce à ça, nous pouvons, au sein de la Banque des Territoires, proposer des prêts à très long terme pour des maturités qui peuvent aller de 25 à 40, 60 ans. Et l'objectif, c'est que la Banque des Territoires, qui a été créée en 2018 et qui est une des 5
un des 5 métiers du groupe Caisse des dépôts, qui rassemble au sein d'une même structure les expertises de conseil et de financement, qui dispose de plusieurs directions régionales et d'implantation territoriale pour être au plus près des porteurs de projets. Eh bien, c'est de mobiliser cette épargne populaire au travers de prêts de long terme pour soutenir des projets dimensionnants pour le territoire et en particulier pour les établissements publics de santé. Nos prêts ont une spécificité, c'est qu'ils sont effectivement adossés au taux du livret A et que les taux sont universels. Le taux d'un prêt ne va pas changer en fonction de la situation financière d'un emprunteur, mais bien en fonction du projet financé. Et Jonathan a esquissé un petit peu notre offre en complémentarité effectivement du marché. On a 2 grands types de prêts pour la santé, et notamment le prêt transformation écologique, qui nous permet d'accompagner à partir de 25 ans des grands projets d'infrastructure portés par les établissements publics de santé, au taux du livret A avec une marge de 0,50. Et quand ces projets effectivement sont durables sur le plan environnemental et respectent des critères de construction vertueuse ou bien des critères de gain énergétique en fonction d'une rénovation performante, nous pouvons les mobiliser. Si jamais les projets d'envergure ne respectaient pas ces critères très vertueux sur le plan environnemental, mais sont ô combien essentiels pour les territoires, nous pouvons continuer à mobiliser notre offre de prêt cohésion sociale santé au taux du livret A plus 0,6 sur des maturités aussi très longues. Et pour compléter cela, et notamment dans les quartiers prioritaires de la ville ou pour des durées un petit peu plus courtes pour financer notamment des équipements, notre offre de prêt renouvellement urbain, à nouveau avec un taux universel au taux du livret A plus 0,6, nous permet d'accompagner ces grands projets. Vous l'aurez compris, on intervient auprès des établissements, quelle que soit leur situation, pour accompagner dans la durée ces grands projets, qui sont aussi accompagnés par le marché, parce que par leur envergure, nous prenons une partie du besoin d'emprunt aux côtés des banques commerciales. Est-ce que vous auriez des exemples pour des CHU de prêts récents qui auraient été faits à la fois sur la transformation écologique et la cohésion sociale? Les exemples sont en effet nombreux. Je devrais aujourd'hui m'en contenter de quelques-uns. Nous avons eu la chance, avec la direction régionale Grand Est notamment, d'accompagner la restructuration du CHU de Reims en 2025 avec un prêt de 90 millions d'euros et qui venait accompagner la deuxième phase de la construction du bâtiment Madeleine Brest, donc première femme française docteur en médecine, et qui s'inscrit dans un programme beaucoup plus global puisque le coût total de l'opération était de plus de 500 millions d'euros. Et bien entendu, une partie du besoin d'emprunt était aussi couverte par d'autres établissements et par le soutien de l'Agence régionale de santé. Nous avons aussi accompagné le CHU d'Angers, cette fois-ci en Pays de la Loire, par un prêt cohésion sociale de 48 millions d'euros pour financer la deuxième phase du programme immobilier Convergence, mais aussi effectivement le CHRU de Tours par un prêt transformation écologique de 119 millions d'euros. Là, le CHRU de Tours avait pour projet de regrouper en 3 sites Bretonneux, Clocheville et Trousseau ces activités. Et nous avons accompagné en particulier la création du nouvel hôpital Trousseau. Et puis, plus récemment, en Normandie cette fois-ci, auprès du CHU de Caen, un accompagnement effectivement des travaux liés à la nouvelle implantation de l'hôpital sur le site de la Côte de Nacre, avec notamment un prêt de 105 millions d'euros à nouveau sur une maturité très longue en transformation écologique puisque le projet respectait les normes les plus vertueuses en matière de construction et aux côtés des acteurs de la place. Merci Madame Moitry. Alors à présent, on va passer à Monsieur Chabanon. Vous êtes directeur délégué plan French Care à BPI France. Est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur ce plan French Care? Oui, merci d'abord pour l'invitation. Bonjour à tous. Donc, alors, je vais essayer de dire de bêtises parce que je suis à côté de mon actionnaire, donc c'est parfait. Non, le BPI France a une action de longue date dans le secteur de la santé qui se traduit notamment par ce qu'on appelle la French Care, qui finalement est un terme qui recouvre 2 ambitions. D'abord, l'engagement que porte BPI France dans la santé, qui est un engagement important. Pour vous donner quelques chiffres, l'année dernière, on a déployé 2,5 milliards d'euros dans le secteur de la santé. Donc ça, c'est sur l'ensemble du continuum proposé par BPI, à la fois sur le métier
du financement, notamment le financement de l'innovation, qui regroupe les aides, les prêts, les aides à l'innovation, les subventions que l'on octroie principalement aux entreprises, mais pas que, je vais y revenir. Les métiers de l'investissement, on investit en direct et en activité fonds de fonds dans des entreprises en santé. Donc en direct, on investit dans 200 entreprises en santé dans lesquelles on est actionnaire, donc en fonds propres. C'est à peu près 20% des participations que BPI France a des entreprises. Et on a investi à peu près 900 millions d'euros l'année dernière en fonds propres, donc, ou réinvesti dans des entreprises dans lesquelles on est déjà actionnaire. Donc c'est un engagement quand même important. Et puis le dernier métier principal, je dirais, de BPI France, c'est le métier du conseil et de l'accompagnement, où on accompagne à travers des accélérateurs thématiques. Il y en a une quarantaine, dont 5 adressent la santé, et également des consultants qu'on fait intervenir dans les entreprises. Donc c'est des chiffres qui sont importants pour soutenir la filière santé. Quand je parlais du financement de l'innovation, c'est sur les 2,5 milliards, vous avez 40%, 1 milliard qui représente justement ce financement de l'innovation. Ça représente juste 30% de l'activité de financement de l'innovation de BPI France. Donc ça, c'est l'engagement que porte BPI France dans la santé, la French Care. Puis c'est aussi une communauté d'innovation, d'acteurs, de professionnels de la santé. Il y a des entrepreneurs, des industriels, des chercheurs, mais il y a aussi beaucoup de soignants qui ont rejoint ce collectif qui a été créé juste après le Covid pour garder cette dynamique qui a été très révélatrice de création de valeur au moment de cette crise épidémique, où on a vu que quand des soignants se rapprochaient d'industriels, tout ça pouvait créer beaucoup de valeur et susciter des collaborations et de l'innovation. Et donc on a souhaité faire perdurer cette initiative à travers le lancement de cette communauté French Care, donc incarnée par ce coq blanc que nous arborons pour un certain nombre d'entre nous aujourd'hui, et qui rassemble aujourd'hui 1200 entrepreneurs, soignants, académiques sur l'ensemble du territoire en France. La question de la souveraineté, juste parce que c'est le thème quand même de cette table ronde, elle est hyper clé pour BPI France, puisqu'elle est au cœur de notre stratégie santé. Vous savez que la santé, c'est un des secteurs stratégiques de BPI France. Et donc, à travers ce qu'on veut faire, nous, dans la santé, c'est créer plus de champions européens, pas seulement français, mais européens dans le secteur de la santé. On trouve qu'on n'a pas assez d'entreprises comme Doctolib sur la santé numérique, comme Abivax, qui est une biotech un peu successful du moment, mais des entreprises qui puissent jouer ce rôle de locomotive pour entraîner tout un écosystème. Mais aussi, on veut réintroduire de la politique industrielle dans la santé, et ça, c'est notamment sous l'angle de cet enjeu de souveraineté sanitaire. Il faut savoir qu'évidemment, sur le champ de la santé, les États-Unis restent le premier marché, mais on a une montée assez importante de l'Asie et de la Chine en particulier. La Chine est passée devant les États-Unis en 2024 en nombre d'essais cliniques, et c'est une nouveauté. Là, on a des médicaments de thérapie innovants qui arrivent et produits par la Chine. Et donc, ces notions de souveraineté sanitaire, elles sont absolument essentielles. Et on pense que le bon échelon pour répondre, c'est l'échelon européen. Et donc, notamment, on participe à beaucoup de financements européens à travers des PIEC qui permettent de financer des écosystèmes d'innovation à travers des grands groupes, des startups et des académiques. Voilà en quelques mots la logique de la French Care portée par BPI. Du coup, est-ce que vous auriez des exemples de CHU qui auraient participé au plan French Care ? Non. Oui, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas de clients entreprises, parce que c'est vrai que dans les bénéficiaires des dispositifs proposés par BPI, on a une boîte à outils qui sert en 360 l'entrepreneur, mais pas que. C'est pour ça qu'on sert 3200 bénéficiaires par an, et notamment les CHU. On finance quasiment tous les CHU. Je crois qu'il n'y en a qu'un seul qu'on ne finance pas, et notamment on les finance à travers la construction et la consolidation des entrepôts de données de santé. Et donc c'est un accompagnement et un financement qu'on propose auprès de tous les CHU. En parallèle, on a aussi déployé un plan Deep Tech au sein de BPI France, qui est une initiative portée par l'État et France 2030 et opérée par BPI France, qui vise à créer des startups, et notamment issues de la sphère hospitalière et des CHU en particulier, qui sont des gros pourvoyeurs de création de startups et d'entreprises. Il faut savoir que
quand on dit start-up deep tech, donc c'est vraiment des start-up qui développent des technologies de rupture, donc des biotech, des medtech, des entreprises de e-santé, mais vraiment avec de la science dure. 40% de ces entreprises agissent dans le secteur de la santé. Donc le poids de la santé dans la deep tech est important et on encourage ce mouvement en partenarisant, enfin en signant des conventions de partenariat avec un certain nombre de CHU. On l'a fait avec la PHP, on l'a fait avec Bordeaux, on va le faire prochainement avec 2 autres CHU. Et l'idée c'est quoi? C'est de mettre à disposition auprès des CHU cette boîte à outils Deep Tech proposée par BPI France pour encourager la création d'entreprises par des soignants, par des professionnels de santé. Et on a des exemples très intéressants d'intrapreneurs quelque part dans la sphère hospitalière et qui peuvent se reposer sur l'expertise et les outils de BPI France pour créer leur start-up. Évidemment, les CHU sont des gros pourvoyeurs d'innovation. Ce sont aussi des acteurs essentiels pour permettre les essais cliniques, ça a été dit dans la keynote précédente, pour la réalisation des essais cliniques portés par ces startups. Et puis surtout, on n'oublie pas que ce sont eux qui achètent aussi les solutions développées par ces entreprises. Donc c'est un cercle vertueux, évidemment, qu'on encourage étroitement. Et s'il y a un dernier cas sur lequel on peut illustrer, évidemment, le sujet de la data, et notamment à travers ces entreprises, est clé, mais aussi l'IA, qui percute quand même très fort dans le secteur de la santé. S'il y a bien un secteur qui est particulièrement concerné par l'IA, c'est bien celui de la santé. On encourage cette dynamique et notamment celle portée par le CHU de Montpellier avec cet hôpital augmenté grâce à l'IA sur lequel BPI finance une grande partie de ce projet qui a vocation à se répercuter dans d'autres CHU. Merci, Monsieur Chabanon. C'était clair ? Parfaitement clair. On se propose de revenir à la Banque des Territoires avec Madame Aymar. Vous êtes directrice d'investissement en santé, à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Donc c'est une modalité d'intervention un peu différente que des prêts. Donc vous allez nous expliquer ce que vous faites. Exactement. Alors, je vais pas paraphraser ce qui a été dit précédemment. Effectivement, j'ai une autre casquette, qui est la casquette investisseur. Mes collègues ont parlé... Alors, ça fait le lien aussi avec, évidemment, BPI, avec qui on travaille main dans la main et en coopération. Effectivement, on est une direction au sein de la Banque des Territoires, donc qui fait partie du groupe Caisse des dépôts, qui est un des métiers. Et on intervient en particulier sur la santé, parce qu'on parle de transition écologique, de transition sociale, de transition territoriale. Et donc, on fait ce lien sur l'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire investissement ? Peut-être une des particularités, et pour faire le lien avec la souveraineté, on est un investisseur de long terme. Donc déjà, il y a aussi cette notion de long terme qu'on peut retrouver côté prêt. Nous, on intervient en investissement sur les fonds propres de la Caisse des dépôts. On n'est pas organisé en société de gestion. Donc on a aussi cet horizon de temps qui nous laisse une certaine liberté. On intervient uniquement en investissement sur des sociétés françaises dont le siège social est basé en France, ce qui est un autre élément potentiel de réponse à ces enjeux de souveraineté. Alors nous, on ne fabrique pas des médecins, on n'en fabriquera pas dans chaque territoire. Malheureusement, comme pour nos clients, les collectivités territoriales l'aimeraient bien, mais non, on ne le fait pas. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On pense, nous, que l'innovation, et c'est ce que tu viens de dire aussi avant, l'innovation, c'est très important. L'innovation territoriale, l'innovation organisationnelle, l'innovation numérique. Et donc, on cherche à investir dans des projets qui répondent à ces enjeux-là, à ces innovations, et qui sont des projets qui travaillent, qui sont expérimentés, qui ont comme clients les CHU notamment, les CH, les CHU, le système de santé au sens large, et ça fait le lien aussi avec la table ronde précédente sur l'écosystème sanitaire. Et peut-être pour illustrer cela, 2 exemples d'innovation qui permettent de répondre à ces enjeux-là. J'ai envie de citer Rofim, par exemple, qui permet notamment d'adresser une problématique autour de la transmission d'informations entre les médecins généralistes et les spécialistes. On ne manque pas de spécialistes, mais parfois, il n'est pas évident de dialoguer entre ces deux mondes. WhatsApp ou des messageries non sécurisées parfois sont utilisées. Rofim ou de la transmission d'images sur des systèmes aussi peu sécurisés. Rofim, par exemple, permet de centraliser en un point unique et de fluidifier ces parcours et de donner participer à la fluidification de ces parcours de soins entre la ville et l'hôpital. Vous participez au financement de cette société. Exactement. C'est un exemple d'investissement qui travaille avec les CHU. Un autre exemple peut-être, et ça a été abordé, les enjeux de la donnée, les enjeux de l'IA. Je citerai Semeya,
un acteur de la télésurveillance qui travaille sur des algorithmes de données qui permet un suivi des patients à distance pour les classer de manière les plus ou moins risquées et éviter des hospitalisations ou au contraire aider les médecins à distance grâce à l'analyse de données. Typiquement, voilà, c'est une société dans laquelle la Banque des Territoires a choisi d'investir et c'est une société qui travaille avec énormément de CHU en France. Voilà 2 exemples. Merci pour ces précisions. Alors on voit bien que l'objectif, c'est de limiter les dépendances sous différentes modalités, soit des prêts, soit des participations. On va conclure cette table ronde avec Madame Dossier qui coordonne la commission des affaires financières des CHU. Madame Dossier, est-ce que vous pourriez nous faire connaître la position des CHU en matière de souveraineté sanitaire, éventuellement formuler des propositions aussi pour limiter ces dépendances? Alors on l'a bien vu à travers les échanges de cette table ronde. Aujourd'hui, la souveraineté sanitaire pour les établissements, c'est un enjeu systémique qui va être au croisement à la fois d'investissements structurants, de choix de financement et de maîtrise de dépendance critique. Au niveau des CHU, on le sait, on concentre des prises en charge particulièrement complexes, des innovations thérapeutiques. On est au cœur de la formation des professionnels de demain et on a une part essentielle dans la gestion des crises sanitaires. Un petit rappel sur les chiffres. Entre 2019 et 2024, les CHU ont investi près de 13,6 milliards, ce qui représente environ 2,8 milliards d'euros par an, avec des projets particulièrement structurants, que ce soit en termes immobiliers, d'équipements de pointe, de systèmes d'information ou de transition écologique et énergétique. Alors cet effort d'investissement aujourd'hui, en fait, il repose sur une situation financière qui a consolidé. Là encore, quelques chiffres. En 2024, on avait une capacité d'autofinancement qui avait diminué de 27%. On était sur une CAF nette négative à l'échelle de l'ensemble du périmètre des CHU et près de la moitié des CHU qui étaient en difficulté financière. Donc ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, le financement de ces investissements, il repose sur des ressources qui ne peuvent pas être uniquement l'autofinancement et donc un tiers du financement de ces investissements repose sur l'emprunt. Et cette stratégie d'emprunt, elle se pilote et elle se pilote aussi à travers des enjeux de souveraineté et des enjeux de valeur. On sait aujourd'hui qu'on peut faire des choix sur notre stratégie d'emprunt, notamment des stratégies françaises. On sait qu'on peut faire des choix aussi en termes de valeur, par exemple au titre RSE. On peut parler par exemple des prêts à impact qui peuvent à la fois valoriser les dynamiques de transition écologique au sein des établissements ou même financer ces dynamiques de transition écologique et pouvoir permettre de consolider la gouvernance qui a été mise en place au sein des établissements. Donc aujourd'hui, on peut porter par l'emprunt ces valeurs. Autre sujet dans la recherche de financement, c'est la diversification des financements alternatifs. On a parlé d'emprunt. On peut aussi parler bien sûr de la recherche de subventions, ce fonds public, que ce soit l'État, les collectivités. Mais aussi, on peut parler du recours au mécénat, des financements sur les projets, d'aller chercher par les fondations, les fonds de dotation, des financements souverains par des entreprises souveraines ou par des particuliers qui souhaitent investir pour des projets qui pourraient peut-être ne pas être financés dans le cadre des PPI, des plans pluriannuels d'investissement, si nous n'avions pas ces fonds complémentaires. Et enfin, dernier levier alternatif, c'est le financement citoyen, qui fait reposer aujourd'hui le financement de certains de nos projets sur l'épargne de nos concitoyens, donc qui peuvent être sur le territoire ou même peuvent être des citoyens de l'hôpital qui souhaitent contribuer à un projet et placer leur épargne pour l'hôpital. Et il y a un point que je souhaitais préciser, c'est que dans la recherche de ces financements alternatifs, on a aussi des enjeux d'optimisation des financements, c'est-à-dire qu'on peut accéder à des taux d'intérêt plus attractifs. Effectivement, la souveraineté sanitaire ne va pas s'opposer à l'efficience. On sait par exemple que sur certains prêts à impact, en termes RSE, on peut bénéficier de taux bonifiés qui sont plus intéressants que les taux du marché. Et donc, on va rejoindre des logiques complémentaires dans la recherche de ce financement. Si on passe maintenant finalement à définir ce que c'est que concrètement la souveraineté sanitaire, ça s'exprime sur trois leviers. Premièrement, c'est pouvoir choisir ses partenaires financiers. On l'a dit, on a la capacité aujourd'hui de pouvoir s'imposer sur ces éléments, de maître de la décision. C'est aussi pouvoir avoir une lisibilité, une soutenabilité des montages.
Et enfin, d'être dans la maîtrise stratégique de long terme. Le long terme, ça nous permet aussi d'être sur des stratégies de vision à plus grande échéance et de pouvoir travailler sur des dynamiques de coopération, par exemple territoriale, qui réfléchissent sur des feuilles de route pluriannuelles en termes d'investissement. Un point qui est aussi à souligner dans la stratégie des CHU, c'est que finalement, la souveraineté, elle peut s'exprimer aussi à travers l'innovation. L'innovation dans les données de santé, l'innovation dans les infrastructures numériques, l'innovation dans les approvisionnements essentiels. Et dans ce cadre, il est impératif de soutenir des solutions françaises et européennes, des écosystèmes industriels de santé et des plateformes qui vont être respectueuses de la maîtrise de la donnée. Alors tout cela, c'est aussi un gage pour garantir la confiance des patients. On sait que c'est un point extrêmement essentiel dans le pilotage de la donnée. Aujourd'hui, on le voit avec le sujet des entrepôts de données de santé et aussi des professionnels. Donc en conclusion, si on essaie de tenir une position de ce que pourraient être les grandes orientations pour les CHU, on peut dire qu'on formule quelques recommandations d'orientation. Un, c'est pouvoir renforcer les financements publics et parapublics de long terme qui vont être adaptés aux spécificités hospitalières et à notre stratégie pluriannuelle telle qu'on peut les construire dans nos plans globaux de financement pluriannuel. Deux, c'est d'avoir une intégration d'un prisme souveraineté dans les décisions d'investissement, qu'elles soient numériques, immobilières, sur tous ces aspects. En trois, c'est d'avoir des partenariats équilibrés qui soient respectueux de notre capacité de décision et d'arbitrage aussi. Et puis, le quatrième point serait autour de tout ce qui concerne la gouvernance de la donnée, privilégier des solutions européennes, je le disais tout à l'heure, sécuriser cette gouvernance. Et enfin, il faut que le critère de la souveraineté, finalement, ce soit un critère partagé entre les différents acteurs, que ce soit l'État, les ARS, les financeurs, les établissements, pour qu'on puisse, comme je le disais tout à l'heure, faire de la souveraineté sanitaire finalement un gage de confiance et de résilience dans notre écosystème sanitaire des CHU. Merci Madame Dossier. Alors, il nous reste 3 minutes pour éventuellement des questions, s'il y avait des questions. On a donc convaincu tout le monde que le sujet de la souveraineté était un sujet pris en considération par les établissements universitaires. Aurélie a parfaitement résumé la position qui est la nôtre. Et donc nous allons continuer de veiller, en lien avec nos partenaires extérieurs, à faire en sorte d'être en capacité de supporter le financement de nos investissements et de nouer des partenariats avec des institutions financières, nous amenant les ressources qui nous sont nécessaires pour porter ces investissements dans le cadre de partenariats équilibrés. Le message est bien passé. Merci à tous pour votre attention. Merci. Merci.